Et c'est parti pour ce 8e IREBD. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà pas mal de participants. Bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à Thibaut qui se cache derrière ce marin orange. Voilà. Bienvenue donc pour ce 8e IREBD. Comme vous le savez, rapidement, je vais me présenter. Je suis Christophe Thiel, gérant de la société Blueboat. Et Blueboat, nous, on accompagne les entreprises pour qu'elles gagnent durablement de l'argent grâce au web ou elles en économisent. Je vois que c'est à fond déjà dans le chat. On voit les habitués. Bonjour à tous. Alors, pour cet IREBD, on va parler de newsletter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas aussi l'IREBD, moi, je reviens de vacances. Donc, si on n'est pas organisé, s'il y a des idées qui fusent, ne vous inquiétez pas, on est tous de retour de vacances. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, comme tout le monde, sous le soleil, si vous n'étiez pas en France. Alors, l'IREBD, c'est quoi? C'est un événement qui a lieu normalement tous les ans où on parle de web en général, d'e-réputation bien entendu, de relations clients, de web marketing, de marketing web. Mais cette année, pour cause de Covid, nous avons décidé de ne pas le faire, l'IREBD, en tout cas comme nous le faisions avant. C'est-à-dire qu'avant, nous faisions une grande journée. Nous avions une quinzaine de participants et on s'est dit cette année, nous allions faire un IREBD par mois, donc sous forme de webinar. Et donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez entendu parler de notre communication autour de ce webinar. Et donc, effectivement, nous avons plusieurs sujets qui se sont succédés. Et aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir insoupçonné des newsletters avec Julie Mandry, qui nous fait le plaisir d'être là. Julie, je te donne la parole tout de suite après pour te présenter et nous dire qui tu es. Pour tous ceux qui sont déjà dans le chat et dans les participants, n'hésitez pas, vous avez à droite de votre écran toute la possibilité donc de poser des questions. Idéalement, si vous les posez dans la partie questions, c'est plus simple pour nous parce que comme ça on le voit. N'hésitez pas aussi à utiliser le chat. Donc je vois que déjà Émilie est là, Virginie, Dani, Gaël, Camille, Xavier, Noël, Anne-Laure. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, Sophie. Bonjour à tous. Très heureux que vous soyez présents et je vois qu'il y a des habitués également. En introduction de la newsletter, du pouvoir insoupçonné des newsletters, je voulais vous donner quelques chiffres qui sont astronomiques pour moi. On dénombre 42,2 millions d'utilisateurs de l'email en France. Alors, c'est des chiffres de Médiamétrie qui sont de 2020. Je n'ai peut-être pas ceux de 2021, donc on est peut-être à 43, 44 millions. Par contre, on a 68 millions de messageries mail qui sont utilisés habituellement en France. Ça, c'est des chiffres de Contact Lab. Et chaque jour, c'est près de 1,4 milliard de mails qui sont envoyés en France. Juste en termes de chiffres, c'est astronomique. Pour aller un peu plus dans la partie marketing, l'email, c'est 40 fois plus efficace pour obtenir de nouveaux clients que les réseaux sociaux selon McKinsey. Donc là, c'est des études qui sont au niveau monde. Et un acheteur ayant reçu une offre par email au préalable dépense 138% de plus qu'un autre acheteur en ligne selon Disruptive Advertising. Ça, c'est pour la partie email. Dans l'email, il y a une catégorie bien spécifique qui sont les newsletters. On va vous réexpliquer ce qu'est une newsletter. Je pense que c'est important qu'on redéfinisse. Mais avant tout ça, j'ai une question pour Julie et je lui passe la parole. C'est est-ce que les newsletters, c'est mort? Est-ce qu'on en arrive à cette conclusion-là? On verra si on arrive à la conclusion-là à la fin du webinar. Je ne vais pas faire de teasing, mais bon, voilà. Vous vous doutez bien que si on vous parle d'un pouvoir insoupçonné, c'est qu'il n'est pas mort. Mais en tout cas, il faut l'utiliser de manière intelligente. Et Julie, qui est une experte depuis des années sur ce sujet, va déjà se présenter et puis va nous expliquer un petit peu tout ça. N'oubliez pas que Thibaut, il est dans le chat. Peut-être qu'il réapparaîtra à un moment, ne vous inquiétez pas. Et sinon, c'est moi qui prendrai les questions. On lancera un petit sondage. Vous allez voir, on est bien revenu en ce 31 août dans l'IREBD. Julie, qui es-tu? D'où tu viens? Bienvenue. Eh bien, merci Christophe. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Julie Mandry. Je suis consultante indépendante en email marketing.
J'accompagne mes clients sur l'exploitation de leurs données CRM, donc mise en place de campagnes email, d'acquisition, de fidélisation, du marketing automation également. Automation, pour ceux qui ne comprennent pas tout le verbiage. D'envoi d'email automatique en fonction d'un événement, d'un déclencheur. Donc, voilà, tout ça, il faut le préparer, réfléchir à une stratégie avant de le mettre en place. Donc, c'est ce que je fais avec mes clients. Je fais également partie de l'association EMDay, donc sur une association sur l'email marketing qui organise un événement sur l'email marketing. On en parle tout de suite, on avait dit qu'on en parle à la fin, mais il n'y a aucun souci. Mais l'IMD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui s'est monté 1 ou 2 ans après l'IREBD. On a un peu copié le modèle de l'IREBD qui nous plaisait bien. Voilà, très bien. Et c'était un très bon choix de faire comme nous. L'IMD 2021 qui aura lieu le 8 et 9 novembre. Et donc, vous avez toutes les informations sur l'imd.fr. Donc, en fait, là, on en parle, nous, pendant une petite heure de l'emailing et plus spécifiquement des newsletters. Mais par contre, là, on a des experts qui en parlent aussi pendant toute une journée. Donc, des confrères à toi, Julie. Voilà. Bon, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Il reste des places? Il reste des places, oui. C'est une toute petite jauge, mais il reste encore des places. Bon, bravo en tout cas de l'avoir maintenu également à toute l'équipe. Je salue Régis qui ne vient pas nous voir, mais c'est pas grave, Régis, je le salue quand même. Vas-y Julie, pardon, je t'ai interrompu. Et donc, tu as commencé, Christophe, en demandant si la newsletter était morte. C'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement. On retrouve régulièrement. Enfin, on annonce la mort de l'email à peu près tous les 3-4 ans. Et pourtant, l'email n'est toujours pas mort et il y a encore même pas mal de choses à montrer, à donner. Il y a encore pas mal de belles choses à faire. Et en l'occurrence, la newsletter est pas mal en vogue. Après, on fait en même temps cette conf, on revient tous de vacances, on a tous nos boîtes mail qui sont un peu… on a tous eu le retour de vacances avec la boîte mail saturée, à passer une demi-journée à trier les emails. Mais moi, je voudrais différencier ici les emails commerciaux des newsletters éditoriales. On a tous effectivement nos boîtes bombées et ce qui fait un peu du tort au canal email en général qui donne cette mauvaise image, c'est justement tous ces emails commerciaux dont on est bombardé, faut dire ce qu'il y a. Voilà, j'ai fait un screen rapide de ma boîte mail juste sur la journée d'hier. Des mails commerciaux, on en a énormément et certaines marques mettent des pressions marketing qui sont assez fortes et qui sont assez pénibles et qui donnent cette image de trop, de surplus et un peu d'anxiété quand on vient ouvrir notre boîte mail qui est saturée. Donc, justement, Julie, en fait, Xavier Noël, qui est un habitué de l'IREBD, nous titille déjà un petit peu, mais il aime bien. Il nous parle, alors il faudra peut-être qu'on donne les chiffres, c'est le ratio des spams dans les chiffres que j'ai pu donner. La question, là, ce que tu dis, c'est effectivement, l'emailing a une mauvaise presse parce que effectivement, il y a la notion de spam. Oui. Je te laisse reprendre tout de suite après, mais effectivement, il y avait une question qu'on voulait vous poser dès le début. N'hésitez pas à nous répondre dans le chat. C'est quoi la newsletter que vous lisez tous les matins? Parce qu'en fait, on va nous donner des exemples, Julie va donner des exemples, mais vous, une newsletter que vous aimez bien lire, n'hésitez pas à nous mettre dans le chat. Voilà. Julie, pardon, excuse-moi, j'avais oublié ça. Vous lisez, c'est effectivement intéressant de savoir ce que vous lisez et la façon dont vous la lisez, ouais. le rythme. Parce qu'on le verra après, il y a différentes, il y a plein de choses dans l'email. Et donc pour revenir sur ces mails commerciaux, alors attention, c'est pas des spams. Enfin là, la capture que je vous ai faite sur ma boîte mail, c'est pas des spams, c'est bien des emails que j'ai désiré à un moment donné recevoir. Enfin, j'ai donné un consentement et c'est que des marques que j'ai fréquentées à un moment donné. Mais ce que je voulais mettre en valeur, en avant là-dessus, c'est
les mauvaises pratiques souvent qui sont que l'on voit apparaître sur ce type de campagne. Déjà au niveau de la pression marketing qui est des fois forte, voire trop forte. Sur l'exemple de Volotea, la capture là, en 4 jours, j'ai reçu 3 messages sur un retour de vacances. Ils veulent absolument que je parte en vacances. Donc c'est un peu too much. Donc c'est ces mauvaises pratiques là en fait qui font un peu mauvaise presse sur le canal email. Pareil, dans la capture, là, j'ai un mail de Lidl qui, pareil, a une pression assez forte. Et c'est Sophie de Lidl, comme si je connaissais une Sophie de chez Lidl qui m'écrit. Mais qui c'est cette Sophie de chez Lidl? Et en fait, quand j'ouvre le mail, c'est juste les dernières offres, les derniers produits. On n'entend nulle part parler de cette Sophie. Donc ça aussi, c'est des mauvaises pratiques et qui donnent une assez mauvaise image au canal email et qui fait dire à certains journalistes que ce canal-là est mort, parce que c'est vrai que sur la pratique, quand on ouvre notre boîte et qu'on voit tout ça, on se dit on a juste envie de refermer et de plus consulter ce canal. Mais finalement, pardon, sur ces emails commerciaux, est-ce que si c'est autant, si tu en as autant toi et tout le monde on en reçoit, c'est qu'à un moment ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui cliquent et qu'à un moment vont se dire il y a un ratio, il y a un taux de transformation. C'est ça, en fait, il y a quelque chose, est-ce que la pression marketing est vraiment trop forte? Et du coup, la base va s'effriter et on va avoir envie de se désabonner. Alors, certainement. Maintenant, si la pression marketing elle était moins forte, est-ce qu'il y aurait autant de retours? Parce que ces mails-là, s'ils existent et s'ils sont là, et en l'occurrence, comme je le disais, c'est que des marques auxquelles j'ai fait un achat ou en tout cas, j'ai donné mon adresse mail, donc que je souhaite recevoir. Et pour le coup, j'en reçois certes beaucoup trop et je vais certainement pas ouvrir tout ça tous les jours, mais je vais aller picorer dedans quand j'ai un peu de temps. C'est un peu mon lèche-vitrine, en fait, comme quand je me promène dans la rue, je regarde des vitrines. Là, ça va être ça. Quand j'ai 5 minutes à perdre, je vais aller ouvrir un mail par-ci, un mail par-là. Et je pense qu'on fonctionne tous un peu comme ça. On a de la chance d'avoir des boîtes aujourd'hui, notamment la Gmail, qui trie les mails en fonction de leur type. Là, les captures que je vous ai faites, c'est les captures de l'onglet promotion. Donc, c'est clairement pas le premier onglet que je vais visiter le matin quand j'arrive sur ma boîte mail. Mais par contre, quand je veux faire une pause ou quand j'ai un peu de temps à perdre, je vais aller picorer quelques infos, regarder les derniers produits des marques que j'aime bien. Voilà. Donc, c'est des choses à picorer. Mais effectivement, si on ne recevait pas autant de mails, comment on va les picorer une fois de temps en temps? La marque qui envoie un mail une fois par mois, elle va être noyée dans tout ça et elle ne va peut-être pas l'avoir et du coup, le mail ne va pas être ouvert. Donc, il y a, je pense, un juste milieu à avoir, ou alors sortir de cet aspect promotion. Et passer plutôt sur de l'éditorial et essayer de sortir de cet onglet promotion de Gmail et de pousser des contenus un peu plus quali. Ouais, quali et avec du contenu effectivement, mais je pense que c'est là où la newsletter pour faire il faut sortir de ce lot-là en fait. C'est là où c'est peut-être un peu plus complexe. C'est exactement ça. Il faut sortir de ce lot. Alors pour ça, ça va se jouer aussi avec un objet. Si on n'arrive pas à sortir de l'onglet promotion, si on a déjà un expéditeur un peu différent qui va en fait, si c'est un mail qu'on attend, qu'on a envie de recevoir, on va le retrouver facilement dans la boîte de réception avec un expéditeur qui tape à l'œil, avec un objet qui est un peu différent de tous les objets qu'on retrouve justement dans cette boîte de promotion qui sont souvent très orientés promo. Voilà, en fait, il faut effectivement trouver comment sortir du lot et tout ça, ça va passer par le contenu. Okay. Il y a plusieurs typologies de newsletters, c'est ça hein, on en parlait, du coup, toi, tu avais identifié quelques typologies de newsletters. Oui, c'est ça. Et je voulais juste encore revenir sur la façon dont on consomme ces newsletters. Donc là, je parle de la newsletter éditoriale, pas de la newsletter promo. La newsletter promo, on l'a vu, on va aller picorer une fois de temps en temps. La newsletter éditoriale, c'est plus un rendez-vous, quelque chose qu'on attend, qu'on est content de recevoir et qu'on va aller ouvrir
chaque fois ou dès qu'on a le temps. Donc c'est quelque chose qui va nous apporter quelque chose. On va le voir après sur les différents types. Chaque type de newsletter nous apportera quelque chose. Et c'est une façon de consommer de l'information ou de la lecture qui se rapproche un peu du journal papier. C'est une newsletter. Alors vous nous direz après comment vous la consommez, mais c'est vrai que moi j'aime bien regarder au petit-déj quand je bois mon café ou à ma pause déjeuner, aller lire des articles un peu de fond sur différents sujets qui m'intéressent, des choses un peu plus légères aussi, mais c'est quelque chose qu'on va lire et qu'on va lire dans un moment de calme. Et je voulais faire le parallèle avec les réseaux sociaux, et ce qui fait aussi que la newsletter est de nouveau et de plus en plus en vogue. C'est que la newsletter, c'est tout l'opposé, enfin, en manière de lecture et de consommation des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le flux illimité d'informations, dans les push, dans les notifications qui vont générer un peu d'anxiété. Donc qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Donc dès qu'on ferme notre réseau social, on a peur de louper quelque chose. Quand on est dedans, on se laisse happer par toutes ces informations qui sont pas toujours très très utiles, et on se rend compte à la fin qu'on y a passé 1 heure, on ne voit pas le temps passer. La newsletter, c'est quelque chose c'est un contenu qu'on a choisi et qu'on va lire à un moment qu'on a choisi, et qui a un début, une fin, qui en général est assez court. Voilà, début, une fin, on ouvre notre newsletter, on la referme et on a terminé. Contrairement aux réseaux sociaux où ça ne s'arrête jamais. Donc il y a aussi pas mal de gens qui recherchent ce type de lecture qui est peut-être un peu moins anxiogène que les réseaux sociaux. Effectivement, c'est le côté où on se pose un peu plus et on prend le temps Voilà. de le lire. Peut-être qu'on y reviendra aussi, mais il y avait la notion de mobile qui était assez présente dans les chiffres que j'avais pu voir. Mais par contre, il y a une question, parce que du coup, tu parlais de l'onglet promotion dans Oui. Gmail. Alors, je pense que c'est Thibaut qui pose la question, mais là, il ne peut pas nous la poser. N'est-ce pas la plateforme alors, je vais essayer de reformuler. Est-ce que c'est la plateforme utilisée pour l'envoi de la newsletter qui fait que ça arrive dans l'onglet promotion? Alors, c'est un tout. C'est un tout qui est mixé par Google. Okay. Ça va être c'est Google qui va décider ça. On ne connaît pas les règles exactes qui sont derrière. Mais c'est un tout. Ça va jouer sur l'expéditeur, ça va jouer effectivement sur le serveur d'envoi, ça va jouer sur la notoriété de l'adresse IP. Donc, si vous êtes sur une IP dédiée, c'est encore différent quand on rentre dans les aspects hyper techniques. Mais c'est un tout. C'est sur le contenu, parce que Google va lire le contenu du message, et en fonction de ça, il va aller le classer. Mais il y a plusieurs paramètres. Ça va être le contenu, ça va être l'expéditeur, ça va être le serveur d'envoi, ça va être tout un tas de paramètres qui vont entrer en compte. D'accord. OK. Et donc, on parlait effectivement de différentes typologies de newsletters qui pouvaient, enfin, qu'on pourrait y être confronté, pardon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces différentes newsletters avant de nous dire comment les rendre efficaces? Oui. Alors, effectivement, je vous ai mis quelques exemples de newsletters éditoriales. On retrouve dans les newsletters éditoriales tout ce qui est médias. Donc les médias traditionnels ou les médias en ligne qui ont monté leur newsletter et qui mettent du coup leur contenu, la possibilité de consommer leur contenu via newsletter, et qui donnent la possibilité de s'abonner en fonction de ses envies, de son rythme, tout ça. Donc on peut choisir on peut choisir la fréquence, qui est assez intéressant. On peut choisir les thématiques. Donc là, je vous ai mis une capture sur Courrier International, mais il y en a plein d'autres, et ils le font à peu près tous avec un degré justement de ciblage plus ou moins important. Ils font un truc malin, Courrier, pardon, je te coupe, mais du coup, ils font un truc malin, Courrier International, c'est ce qui s'est passé cette nuit, ou vous avez loupé cette nuit, enfin, c'est un truc comme ça, leur newsletter, et je la trouve, c'est pas mal, parce que du coup, effectivement, la nuit, il se passe des choses dans le monde, et du coup, tu te lèves le matin et tu as des infos. Ouais, c'est ça. C'est bien joué, quoi. Ça accroche, en tout cas, le titre accroche déjà.
Oui, c'est ça. Et on choisit du coup sa fréquence. Quand est-ce qu'on veut recevoir le mail? C'est le matin, enfin le résumé de l'actu. On peut recevoir le résumé le matin, le résumé le soir. On peut donc faire un truc au quotidien, enfin s'abonner à un envoi quotidien ou un résumé sur certaines thématiques. Donc il va reprendre les articles qui ont été publiés sur certaines thématiques. Donc là on est sur un best-of chaque vendredi par exemple, le courrier des idées chaque mois. Enfin on peut avoir des choses assez ciblées. On peut aussi avoir des newsletters d'actu géolocalisés. Enfin voilà, les newsletters médias du coup nous permettent de choisir en tant que lecteur ce qu'on veut recevoir comme actualité et du coup de se créer son propre journal, ce qui est plutôt intéressant. Ok. On a également les newsletters d'actualité, de reprise d'actualité avec des sur des thématiques. Là, je vous ai mis des exemples de TTSO, qui est une newsletter qui part tous les jours en semaine, le soir à, je crois que c'est 18h, donc en fin de journée, qui fait un résumé de l'actu, mais en hyper condensé. Donc avec un ton qui est bien spécifique, bien original et bien à eux, avec une charte rédactionnelle qui est aussi bien spécifique. Donc il y a toujours des notes d'humour, il y a une charte de 50 caractères pas 50 caractères, 50 mots, ou je sais pas, par phrase. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'hyper formaté. Ça fait des formats courts et qui sont super faciles à lire, avec un petit ton un peu décalé, un peu humoristique, donc assez sympa. Ça reprend des sujets d'actualité, souvent actualité politique ou actualité internationale. Ça va approfondir un peu un sujet et ça finit par un sujet un peu plus léger. Alors, ils intègrent aussi des formats pubs, on le verra tout à l'heure. Et ça finit toujours par un format, par un paragraphe un peu plus léger. Donc ça, c'est du généraliste. La cible de cette newsletter-là, c'est des CSP+, chefs d'entreprise, choses comme ça. Donc, ils ont monté une base grâce à cette newsletter qui est assez intéressante. Il y a également la newsletter de Tech Trash, pareil, avec un ton bien à eux, qui est bien sympa, qui vont reprendre des sujets pareil d'actualité. Je vous ai mis également la newsletter de Citronium, mais là c'est plus de l'actu tech. Donc c'est rédigé par Éric Dupin. Donc on retrouve toujours cette touche qui là c'est juste Éric Dupin qui l'écrit, mais on retrouve sa touche, on retrouve toujours son édito avec son avis, son ressenti sur l'actu et tout un tas de liens vers différents articles, donc qui permettent de faire aussi de la veille. Pour ceux qui ne connaissent pas Éric Dupin, c'est celui qui avait créé Presse Citron à l'époque. Pour les anciens du web, Presse Citron, ça existe toujours, hein, mais en tout cas, il avait créé ça à l'époque et c'était une des références dans le domaine des blogs. Je crois que il était premier ou deuxième des blogs tech France. Et d'ailleurs, on l'a reçu à l'IRFD. Exact, je me rappelle. Voilà. Je me rappelle très bien, je le lisais depuis des années et de le voir à l'IFD, c'était à Mulhouse. Voilà, tout à fait. Ensuite, on a aussi des newsletters locales qui peuvent être très intéressantes, donc là qui sont vraiment plus, qui se rapprochent de plus en plus du lecteur. Des newsletters locales qui vont pousser. Je vous ai mis des exemples de My Little Paris. Alors, je ne suis pas abonnée, donc je n'ai pas de capture, mais je pense que tout le monde connaît ou a entendu parler de My Little Paris, qui est du coup une des toutes premières newsletters comme ça qui est sortie il y a pas mal d'années, qui s'est énormément développé aujourd'hui et qui font énormément d'autres choses. Ils ont développé également le concept sur Paris et sur Lyon et sur Marseille. Donc ce type de newsletter local qui va pousser des événements, des bons plans autour de chez soi. Ça, c'est des choses qui se développent aussi pas mal et qui sont très intéressantes. On en a même dans les petites villes. Hein. Donc voilà, plutôt que de trouver que les infos sur les réseaux sociaux, ça peut permettre d'avoir un condensé sur. D'ailleurs, Régis, avec qui j'ai travaillé, qui est dans l'association qui a fondé IMDay,
monte aussi un projet de newsletter local qui est assez intéressant sur du coup les petits villages où on habite autour de chez nous. D'accord, ok, super. Donc ça, c'est des news qui sont qui peuvent être intéressantes. On a également des news de marques. Donc des marques, des groupes, des entreprises qui montent leurs propres médias et qui le diffusent par email sur leurs clients et leurs prospects, ou tous les gens qui veulent bien le recevoir. Mais l'idée, c'est de mettre en avant des sujets d'actualité sur lesquels, enfin, des secteurs où ils interviennent, bien sûr, mais vraiment de parler des sujets d'actualité avec des articles de fond, des interviews, des articles de fond d'information. Donc là, j'ai mis en avant, je me suis permise de mettre des clients à moi. Donc la newsletter de Bureau Veritas qui pousse des informations d'actualité, des actus réglementaires. Okay. Qui est diffusé uniquement par email, donc c'est des contenus qui sont assez riches, donc avec un magazine en ligne. Enfin, justement, toi qui as les chiffres derrière, c'est envoyé, donc c'est leurs clients, les principaux lecteurs, ou effectivement tu as un peu tout le monde qui s'inscrit, c'est pas que leurs clients qui sont les lecteurs et qui Alors, c'est diffusé essentiellement sur leur base client, client prospect qui est déjà assez grosse, mais c'est ouvert à tous, c'est-à-dire tout le monde peut s'inscrire. Et il y a également des inscrits qui ne sont pas forcément de leur base client. Okay. Et l'autre newsletter que j'ai pu aider à mettre en place, c'est sur un cabinet d'architecture PCA Stream qui a monté non PCA, pas Stream, mais PCA tout court, qui a monté sa newsletter qui s'appelle Stream Voice, qui est un condensé. Ils font pas mal de recherches sur tout ce qui est architecture, aménagement urbain, etc. Et ils ont monté un canal pour mettre en avant toute leur recherche. Okay. Avec des interviews, des podcasts, des différents types d'articles, des vidéos, etc. Ce qui donne quelque chose d'assez riche en termes de contenu, en tout cas pour les gens qui sont dans la cible, bien sûr. Okay. Et enfin, on a des newsletters qui sont plus côté personal branding, qui sont en général construites par des consultants, des coachs. Là, je vous ai mis un exemple de une newsletter d'un coach en management, Alain Gutzman, qui a des livres sur management, qui fait des articles de fond. Alors, des fois, il y a une vidéo, des fois pas, mais qui sont assez intéressantes. Un article plus ou moins long, et puis la vidéo si on veut aller plus loin. On a également la newsletter Fier de Bruno Friedlansky qui est venu également à l'Irad Day, qui donne un petit peu son avis, son point de vue et qui va décrire certains articles qui l'ont comment dire, il a plusieurs catégories, flippant, inspirant et je sais plus. Et donc voilà, il va donner son point de vue et partager des articles qu'il a bien aimé, en tout cas qui lui a fait se poser des questions. Et après, juste, ce qui est intéressant, c'est que Bruno, c'est quelqu'un qui publie énormément sur les réseaux sociaux également. Oui. C'est quelqu'un de très actif. Et c'est vrai que des personnes comme Bruno, on peut le suivre effectivement, mais c'est comme tu disais, c'est un flux continu. À partir du moment où tu te retrouves, et Éric Dupin, c'est pareil, ouais. Et à partir du moment où tu te retrouves à prendre leur newsletter et à la lire, du coup, comme tu disais, tu te poses et tu prends le temps de lire les éléments. Et ça, je pense que c'est un point important d'une newsletter efficace. Ouais. Clairement, et justement dans sa newsletter par rapport au post qu'il en fait énormément et qu'effectivement on n'a pas forcément temps, on ne peut pas tout suivre, ou en tout cas on va le lire mais un peu vite fait. Là on va se poser, déjà je pense qu'il fait des analyses un peu plus approfondies, donc il va un peu plus détailler son point de vue, ce qu'il a pensé de cet article et tout ça, et on va le consommer aussi de manière différente. On va plus aller dans le fond du truc et vraiment lire, alors que sur les réseaux sociaux on a tendance à lire un peu vite fait et à passer, alors que là on va vraiment se poser et voir effectivement ce qu'il a à nous raconter.
Il y avait une autre newsletter, alors sur des thématiques totalement différentes, mais que je trouve sympa et que je voulais aussi mettre en avant, qui est aussi quelque part du personal branding. C'est un humoriste, Pablo Mira, je ne sais pas si vous le connaissez, qui avait monté le Gorafi et qui fait de la newsletter, enfin qui a monté donc sa newsletter où il raconte, comme il le fait dans ses chroniques à la radio ou à la télé, il raconte un peu n'importe quoi, mais c'est assez drôle, enfin si on aime en tout cas son humour. Là par exemple pour l'été, il avait monté un journal de vacances où il racontait n'importe quoi, qui a été enlevé par Gad Elmaleh. Enfin, c'est des petits, encore une fois, des petits formats, des petits trucs qui, là, à prendre au second degré, mais qui sont drôles et qui, quelque part, vont mettre en avant le personnage, du coup, qu'il incarne, l'humoriste qu'il incarne, avant d'aller le voir en spectacle, par exemple. Et on le voit là, si on prend les différentes newsletters, typologies de newsletters, là, la dernière sur le personal branding, en fait, on a des choses qui sont moins organisées que les premières en termes graphiques. Ouais. Par contre, on a beaucoup de texte. Il y avait une question de Dany qui était est-ce que les articles longs qui n'envoient pas vers un article complet en ligne sont lus facilement par ceux qui les reçoivent? Donc, est-ce que cette lecture, c'est-à-dire que je crée une newsletter qui est assez dense et pas forcément organisée graphiquement, est-ce que ça fonctionne quand même? Donc, ça, c'est une question que j'ai envie de te poser. Eh ben oui, justement, c'est justement le parallèle qu'on peut faire avec les newsletters éditoriales par rapport aux newsletters promotionnels où il va falloir taper de l'œil parce qu'on va ouvrir et repartir vite fait. Donc il faut que ce soit quand même graphique et qu'on trouve très rapidement le call to action pour emmener les gens là où on veut. Sur une newsletter éditoriale, c'est quelque chose qu'on va lire de manière posée et où on va se concentrer sur le contenu. Et c'est vraiment le contenu qui est au cœur de tout et qu'on va mettre en avant. Et finalement, l'aspect graphique, il est totalement secondaire. En tout cas, il va amener des choses, mais c'est vraiment du secondaire et on le verra après même dans les façons de monter une newsletter comme ça rédactionnelle. C'est vraiment le contenu au début. Après, de mettre des petits éléments graphiques pour reconnaître, c'est toujours bien, mais il faut que le contenu soit bien présenté, qu'on ait envie de lire le contenu et qu'il n'y ait pas forcément de parasites autour. Okay. Et c'est vraiment, pas parce que justement pas parce que la newsletter est moche. Et d'ailleurs, tu m'avais parlé d'un exemple que j'ai mis tout à l'heure dans les slides de tout à l'heure avec des exemples de newsletter. Une newsletter que tu lis sur le foot, je ne sais plus comment elle s'appelle. MPG, ça s'appelle. Mon petit gazon. Voilà. Je la connaissais pas parce que je suis pas dans la cible et j'étais assez étonnée de voir à quel point elle est moche, mais enfin elle est graphiquement pas esthétique, mais par contre les contenus sont là, il y a un rythme dans la manière dont c'est présenté et la preuve tu le lis et je pense qu'il y a toute une communauté derrière de passionnés parce que le ton est là, parce que le contenu est là et que voilà, ouais. c'est ça qui fonctionne. Mais il y a une notion de cohérence aussi, effectivement. Si tu prends Pablo Mira ou si tu prends Mon Petit Gazon, donc MPG, qui est également là, ou Tech Trash, par exemple. Tech Trash, je crois que la typographie qu'ils utilisent, en fait, c'est quelque chose d'assez basique en fait justement. Alors je sais plus, c'est pas du Times, mais c'est un truc un peu à l'ancienne. Et du coup en fait on est interpellé par ça et ça c'est une cohérence en fait. Tech Trash, pour ceux qui ne connaissent pas cette newsletter, c'est une newsletter anti-bullshit. Donc c'est-à-dire qu'en gros c'est dans le web il y a plein de choses qui sont dites, mais eux ils vont venir nous montrer ce qui est bullshit, enfin, ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est, et mettre le doigt dessus. Vous savez, les grandes phrases qu'on peut trouver dans le domaine du web, on en dit peut-être aussi de temps en temps. En fait, ils vont appuyer dessus et ils vont l'étayer avec des exemples, avec un petit peu, un peu de fond. Mais comme ils sont anti-bullshit, l'idée, c'est que justement, graphiquement, ils sont très épurés. Ouais. Et je trouve qu'il y a cette cohérence. MPG, ils sont sur le foot. Le foot n'est qu'un sport et n'est qu'un amusement. Donc en fait, ils vont nous mettre des chèvres, ils vont nous mettre des choses
voilà, qui font que à un moment, oui, on parle de 181 ou 200 millions d'euros sur un Mbappé, mais en fait, on va le ramener à ce que c'est. C'est un joueur de football qui fait du sport, voilà, tout simplement. Et donc, je trouve que c'est cette notion de cohérence qui est importante. Exact, ouais. Et peut-être que pour les marques et pour nous, bah, c'est comme sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait une adéquation entre les deux. En fait, c'est ce que je suis dans mon ADN et ce que je veux transmettre par le contenu ou par le graphisme que je veux transmettre. Voilà, juste pour, c'est comme si, vous savez, pour l'IRAD, ça nous ressemble, c'est-à-dire qu'il y a de l'humour, il y a des choses, et si on n'était pas en accord avec ça, on faisait quelque chose de très guindé, j'arrivais avec un costume 3 pièces, je pense que vous diriez, mais Christophe, ça va pas, quoi, c'est pas toi. Et moi, je me sentirais pas à l'aise. Donc, c'est la même chose, je pense, dans une communication newsletter. Voilà. C'est exactement ça, et c'est ce qui fait que ça va marcher, c'est qu'on ressent le côté vrai, en fait, du truc. Le propos colle avec la présentation, quoi. Et avec les gens qui sont derrière. Alors, justement, merci déjà pour les différentes newsletters qu'on peut retrouver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est on vous a lancé un petit sondage, mais on vous a posé la question dans le chat. N'hésitez pas à aller voter sur le sondage. Donc, vous avez le petit onglet sondage à droite. Alors, je sais pas s'il est à gauche chez vous ou à droite, bon bref. Mais du coup, effectivement, vous avez quel format de newsletter préférez-vous? Newsletter média, newsletter de marque, newsletter actualité thématique ou newsletter personal branding? Si vous avez le temps, vous avez juste à cocher une réponse. Ça nous permettra, on vous le redira à la fin du webinar. Maintenant, alors ça passe très vite le temps, Julie, tu l'as vu. Maintenant, la question c'est, OK, on voit quel newsletter on peut faire. Bien entendu, on a dans l'auditoire des personnes qui participent à l'événement, on a beaucoup de marques. C'est quoi pour toi la newsletter efficace et comment on fait pour avoir une newsletter efficace et les points clés qui sont à ne pas oublier lorsqu'on fait une newsletter de marque, parce que je pense que c'est celle qui va intéresser le plus de monde. Ouais. Alors déjà, il faut se poser les bonnes questions avant de se lancer. C'est-à-dire quel est l'objectif? Pourquoi est-ce qu'on veut lancer une newsletter? Alors pour une marque, les objectifs peuvent être de faire de la notoriété, d'avoir une vitrine, voilà, ça peut aussi être générer du CA, mais peut-être de manière plus indirecte, forcément. Et avoir une certaine crédibilité aussi par rapport au secteur, dans le secteur d'activité dans lequel on est. Donc vraiment très important de définir l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on veut faire cette newsletter et qu'est-ce que ça peut, voilà, quel est l'objectif au sein de la société de monter ce canal, enfin ce média. Et ensuite, bien définir la cible, à qui on veut communiquer cette information, pour qui sera diffusé ce contenu. Alors, pour une société de marque, on a tendance à dire on va envoyer ça sur les clients. Pour ceux qui font de l'e-commerce, on va envoyer ça sur tous les clients. C'est pas forcément une bonne idée, en tout cas, d'envoyer sur tout le monde ou sur toute sa base. Pour une société d'e-commerce, par exemple, ça peut être intéressant de commencer une newsletter éditoriale sur les clients VIP, donc faire une segmentation sur les meilleurs clients qui ont un lien avec la marque, sur les clients un peu ambassadeurs. En B2B, c'est peut-être un peu différent parce que là, on peut cibler plus large sur tous les clients et même les prospects qui sont dans le secteur d'activité, qui ont un intérêt en fait pour ce qu'on va raconter, tout simplement. Mais important en tout cas de réfléchir sur la cible et de ne pas shooter bêtement sur toute la base qu'on a, sur toutes les adresses dispo. Il faut vraiment que ce soit en cohérence avec ce qu'on va dire et que ça puisse apporter quelque chose à la personne qui va le lire. Donc, bien définir son objectif, bien définir sa cible. Pensez aussi à ce que ça va apporter au lecteur. On l'a vu avec les différents types de newsletters éditoriales. Dans chacune, on va aller chercher quelque chose en tant que lecteur, hein, je vais dire. Donc, soit de l'information, apprendre quelque chose, sur certains secteurs, sur certains domaines d'activité, on va chercher le côté communautaire. On l'a vu notamment sur la newsletter que tu lis, Christophe, sur le foot, qui a un côté communautaire derrière.
Sur d'autres, ça va être pousser à l'action, chercher à faire agir le lecteur. Ça peut être former, ça peut être divertir, mais en tout cas, il faut que ça apporte quelque chose au lecteur. Et ensuite, de voir comment est-ce qu'on va mesurer le succès de cette newsletter qu'on aura mis en place. Alors, les taux de succès habituels qu'on a l'habitude de regarder, en tout cas en tant que marketeur dans l'email, c'est bien sûr le taux d'ouverture. Maintenant, il ne faut pas rester figé là-dessus. Pour donner des ordres d'idées, mais qui sont très très larges sur des newsletters éditoriales, on peut monter jusqu'à 40-45% de taux d'ouverture selon toujours la thématique et le type de communauté, mais en tout cas c'est tout à fait, c'est des choses que l'on voit. Des taux d'ouverture de 40%, ça existe sur ce type de news-là. Même dans les marques, même pour des newsletters de marques. Ouais. Alors, ça dépend, comme dit, ça dépend le contenu et le ciblage. Pour vous donner les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure sur les clients avec qui je travaille, donc, où du coup j'ai vraiment la donnée juste, on n'est clairement pas sur du 40% d'ouverture, mais parce que c'est des bases qui sont très larges. Mais enfin, encore que sur un des deux, on s'en rapproche. Mais sur les bases très larges et quand c'est des sujets qui sont larges, encore une fois, qui touchent beaucoup de monde, on est sur du 20-25%, entre 25 et 30% d'ouverture, ce qui est déjà pas mal, comparé à un email commercial qui obtient pas forcément toujours ce taux de lecture. D'ouverture. Maintenant, il ne faut pas rester figé sur le taux d'ouverture, parce que déjà, il n'est pas forcément toujours très fiable en fonction des plateformes et des technologies. Il n'est pas toujours très fiable. Donc, il faut aussi voir, en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé, essayer de voir plus large que le taux d'ouverture. Par exemple, si on se fixe de la notoriété ou une certaine crédibilité, ce qui peut être intéressant à voir, c'est la réaction des gens par rapport à cette newsletter. Donc, si vous avez du répondant, si on vous en parle à l'extérieur, ça peut donner une certaine image, justement. Et justement, un de mes clients pour qui j'avais mis en place une newsletter où on était figé, nous, en tant que marketeur, hein, sur les stats. Et l'équipe marketing avec qui je travaillais n'a pas forcément de retour de chiffré en termes de CA, en tout cas, par rapport à cette newsletter. Donc, il y a un gros investissement temps et financier sur la mise en place de cette newsletter sans avoir un ROI direct, en tout cas. Et au final, donc, il se posait la question, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? Et au final, c'est la DG qui a tranché et qui, pour elle, ce canal-là et ce média-là était hyper important parce qu'en termes de notoriété, il avait des retours hyper positifs dessus et sur le terrain, on lui parlait, que ce soit ses concurrents, les gens qui fréquentaient, on lui parlait souvent de cette newsletter et ça appuyait leur notoriété. Donc, voilà, faut pas rester forcément figé là-dessus, mais plus regarder plus largement, quoi. Ok. Et les réponses que ça peut générer aussi, il faut toujours laisser la possibilité aussi au lecteur de pouvoir répondre, surtout quand on donne son avis sur des newsletters plus personal branding ou quoi, quand on donne son avis, laisser la possibilité aux gens de répondre. Et c'est aussi là qu'on mesure l'efficacité de la newsletter si on voit que les gens répondent derrière, donnent leur avis, que ça engendre une discussion, quoi. Ok. Il y a un point qui est important. Il y a plusieurs points qui. Pardon, t'étais au bout du coup? Dis-moi si t'avais. Parce qu'il y a plusieurs points qui reviennent alors, dans le chat, dans les questions. C'est la notion de contenu, en fait. Oui. Le contenu semble être quelque chose qui est effectivement, qui soit mis graphiquement, joli, tout ça. Ok, c'est très bien. Par contre, le contenu est essentiel dans ce que tu nous dis là. Primordial. Et en fait, justement, il y a Cécile qui nous pose une question dans le chat, c'est comment on peut s'assurer que une newsletter avec beaucoup de texte soit lue, en fait. Comment on va faire, comment on va travailler pour être sûr, et là, ça revient sur la notion de taux d'ouverture, j'imagine. Alors, j'ai qu'un bout de question, hein, forcément, donc je pense que derrière, c'est le taux d'ouverture.
Comment on s'assure de ça? Comment tu travailles? Est-ce que c'est des tests? Est-ce que voilà, comment tu fais pour qu'il y ait un taux d'ouverture qui soit, assez important sur ta newsletter? Alors, le taux d'ouverture, ça va aussi se faire sur le long terme, j'ai envie de dire, justement par rapport à l'intérêt qu'on a pour le contenu. Plus le contenu va être riche, plus les gens vont en parler, vont le lire et vont en parler autour d'eux, et plus on va générer de la lecture. Après, s'assurer que ce soit lu, j'ai envie de dire, c'est difficile de faire de l'A/B test sur du contenu de fond comme ça. Mais le conseil que j'ai envie de donner, c'est d'être le plus vrai possible. Que le contenu déjà soit au centre de la newsletter et qu'il soit vrai en fait, qu'il fasse pas bullshit, qu'il soit pas trop travaillé et qu'on ressente la personne qui est derrière ou qui incarne ce truc. Et les newsletters qui fonctionnent le mieux dans les exemples que je vous ai donnés là, c'est un peu ça, c'est un ton, c'est un rythme. Et alors effectivement sur le rythme et sur par rapport à un pavé de texte, je pense que c'est pas mal, ou ça peut être intéressant de faire comme ce que le fait TTSO, des paragraphes assez courts. Et tu renvoies après et tu fais un lien qui renvoie vers le site ou vers l'article, c'est ça? Okay. C'est ça. En tout cas, pour les newsletters de marques qui vont pousser des contenus plus généralistes ou spécifiques sur une thématique. Maintenant, quand c'est quelqu'un qui donne son avis, qui va raconter une histoire, ça peut être long si encore une fois c'est vrai et que ça raconte une histoire et que l'histoire est défilée au fur et à mesure du texte. On peut très bien suivre un pavé de texte long s'il est bien rédigé. Mais ça, après, c'est de la rédaction. Alors, moi, je ne suis pas spécialisée dans la rédaction, mais c'est tout le talent d'un auteur. Mais je pense que la clé, c'est le vrai. C'est vraiment qu'on ressente le côté vrai et juste dans le texte, quoi, enfin, dans ce qu'on raconte. Alors, tu sais, on a des participants qui sont habitués à l'IRFD, donc il est 10h45, il reste un quart d'heure, donc là j'ai des questions qui arrivent partout, ça n'arrête pas. Ça veut dire que le sujet intéresse, et ça c'est bien pour ton business. J'ai pas précisé d'ailleurs, Julie, c'est elle qui vous envoie les emailings de l'IRFD tous les ans, voilà, juste pour que vous sachiez. Pas cette année, parce que cette année on se débrouille un peu différemment, mais en tout cas pour les événements de l'IRFD habituellement. Par contre, alors là, j'ai plein de questions, il va falloir que j'en choisisse. Il y a Virginie qui nous demande comment combiner au mieux réseaux sociaux et newsletter. Je vais faire un début de réponse si tu veux bien, mais je pense que on en avait parlé déjà, donc et on est assez d'accord, je pense, sur le sujet. C'est penser à votre contenu, effectivement, qui peut intéresser votre lectorat, vos clients ou prospects. Par contre, ce contenu que vous allez créer, à un moment, vous pouvez le créer tout à fait sur votre site internet, sur la partie actualité, la partie blog, peu importe ce que vous avez. Après, ce contenu, on l'utilise et après, on peut le redispatcher sur les réseaux qui sont à ce moment-là un vecteur de communication. Et la newsletter également peut être un vecteur de communication. Donc, en fait, et là, dans la newsletter, vous allez utiliser effectivement un entrefilet qui permettra de mettre juste de l'eau à la bouche pour donner envie d'aller plus loin et de cliquer. Mais ça veut dire que votre contenu, vous allez le créer une fois et vous allez l'utiliser 2, 3, 4 fois selon les vecteurs de com que vous aurez utilisés. Je ne sais pas si Julie, je dis des bêtises ou… Oui, c'est ça. Et après, dans la manière de le mettre en avant, le contenu de base, de fond qui va être sur un blog, par exemple, pour le mettre en avant sur les réseaux sociaux, ça va être une accroche, un post, un truc un peu rapide qui va renvoyer sur l'article. Sur la newsletter, on peut construire l'accroche un peu plus différemment, avec un peu plus de profondeur. Parce que justement on va prendre plus de temps, on va être plus posé pour lire ça, plutôt que de mettre juste une toute petite accroche et un titre. On peut aller un peu plus loin dans la profondeur, on peut présenter les différents articles, le faire comme un édito en fait, avec une personne qui va mettre en avant les différents contenus et les liens vers les différents articles dans un texte, englobé dans un texte avec aujourd'hui on va parler de tel sujet. Enfin, non, je dis n'importe quoi. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait
dans un texte éditorial, mettre en avant les différents sujets qui sont abordés dans les articles et avec les liens vers les articles. Ouais. Pour changer un peu du format traditionnel, image, titre, texte, qui fonctionne aussi, hein, mais qui est un peu plus déjà vu, quoi. Après, ça dépend toujours comme dit, hein, de l'objectif, de la cible et des rédacteurs qu'on a fait derrière et du ton qu'on veut donner à la news. Bon, après, on parlera de quelques newsletters inspirantes que l'on a, mais on a parlé déjà de Tech Trash et je trouve que Tech Trash le fait très bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un contenu et tout de suite, tu as le lien et qui n'est pas forcément un lien. Forcément, eux, ils n'ont pas de site, donc ils ne renvoient pas vers leur site, c'est pas leur objectif et ils sont vraiment, c'est la newsletter info, actu. Mais par contre, ils renvoient vers des liens externes. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que là, on est. Alors, je crois qu'il y a eu une citation dans le chat, je vais la reprendre, c'est de Thibaut. La base du content marketing, exact. Être intéressant avant d'être intéressé. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous allez faire une newsletter, vous pouvez très bien renvoyer vers un contenu autre que votre propre site, même si effectivement vous allez vous dire ouais, mais je fais une newsletter, c'est pour moi. Ok, mais à un moment, si on vous lit, c'est parce que vous allez amener de l'information autre et qui n'est pas intéressée, qui est intéressante. Voilà. Si on a ça en tête, ça permet d'aller plus loin. Exactement. Et après, ce qui fait aussi que le contenu marche, c'est, enfin, ouais, que ce soit lu et tout ça, c'est qu'on ait une légitimité pour parler de ce contenu-là aussi. Ça, c'est aussi important. Une légitimité pour aborder certains sujets, quoi. Incarner certains sujets en ayant la légitimité de le faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, si demain je sors une newsletter sur le foot, je suis pas sûre. Voilà. J'ai pas la légitimité de le faire. Alors, je pourrais trouver les infos, hein, je pourrais trouver les infos à droite, à gauche, mais je ne saurais pas incarner le truc et je n'ai aucune légitimité pour parler de ça. Même si je vais aller chercher les infos et je vais pouvoir trouver les infos et mettre en avant certains trucs, mais je n'arriverai pas à incarner le sujet, quoi. Ça, je pense que c'est quand même important. Il y a une question, alors on arrive aux questions un petit peu argent. Combien ça coûte en moyenne l'élaboration d'une newsletter pour que on prépare la newsletter, déjà comment ça se passe, et après pour qu'elle puisse être générée de manière autonome par la marque, par l'annonceur? Alors ça coûte surtout beaucoup de temps, sur la création du contenu. Une fois, c'est vraiment encore une fois ça qui est au cœur de tout. Le reste, j'ai envie de dire, ça coûte pas très cher, voire pas très cher du tout. Une fois que tout est en place, ce qu'il faut, c'est avoir un outil qui permet d'envoyer ça sur sa base. Alors, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si on les détaille maintenant ou si on fait ça plus tard. De toute façon, il nous reste 5 minutes, donc il va falloir. Voilà. Il y a des plateformes qui permettent aujourd'hui de créer des newsletters qui sont plus dédiées justement aux auteurs. Donc, on oublie toute la partie technique et on va pouvoir créer de manière très facile sa newsletter en faisant sa rédaction. Donc, il y a Substack qui est très réputé là-dessus. Il y a Review de Twitter. Il y a Facebook aussi qui va sortir une plateforme qui s'appelle Bulletin. Et après, il y a les plateformes de routage email traditionnelles, donc Sendinblue, Mailchimp. Il existe aussi pour ceux qui ont des blogs ou des WordPress, il existe des modules qui permettent directement en partant des contenus de WordPress qui sont intégrés dans le WordPress de créer des newsletters. Donc, ça va être des modules comme MailPoet ou Jackmail qui permettent de créer ça très facilement et de gérer l'envoi également. Après, plus on veut mesurer, plus on veut faire les choses proprement, plus il va falloir aller vraiment sur une plateforme de routage. Et moi, c'est un peu ça c'est mon travail de m'occuper de tout ça. Donc là, on va plutôt aller sur des plateformes de routage, type Sendinblue, Mailchimp, où on a vraiment tous les retours, on peut faire des ciblages, tout ça. Mais sinon, il y a des plateformes toutes simples qui permettent de faire ça. Et une fois que la plateforme est en place, qu'on a un template et qu'on a tout qui est bien cadré, donc finalement il y a le coût de mise en place de ça, de la plateforme, de la prise en main de la plateforme, et ensuite c'est des coûts de routage. Donc sur Sendinblue, la première offre, je crois qu'elle est à 19 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas des coûts très très élevés. Ok.
Comme dit, le plus gros, ce sera sur l'investissement de temps sur le contenu, quoi. Il y a peut-être le travail aussi du template qui va être quelque chose d'important. Oui. Parce que ça, il faut passer un petit peu de temps dessus. Ouais. Bien sûr, le travail du template, ça fait partie de la mise en place. Donc, le template à mettre en place sur la plateforme qu'on va utiliser. Et l'idée, c'est de préparer un template qui soit propre et qui permette d'être utilisé facilement à chaque fois. Donc, de prévoir tous les éléments graphiques dont on a besoin pour les différentes newsletters qu'on va faire. Et quand on monte une newsletter, de partir de ce template et de modifier uniquement le contenu. D'accord, ok. En fait, ça peut être fait par des équipes pour une newsletter de marque, une entreprise demain qui veut monter sa newsletter. Soit vous avez des équipes en interne qui peuvent prendre la main là-dessus avec une formation de départ, ou alors faire appel à un prestataire comme moi, par exemple, ou d'autres agences qui font les intégrations de contenu, le routage, l'analyse des statistiques derrière, qui vont pouvoir vous accompagner sur l'optimisation de ces envois. Il y avait d'autres éléments dont tu voulais nous parler. Après, il y a voilà, vas-y, je te laisse parce que du coup, effectivement, il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'il y avait encore des éléments Alors, il y avait le modèle économique. Ça fait court, 5 minutes. Le modèle économique, c'était soit les newsletters, c'est diffusé soit gratuitement, soit payant avec des systèmes d'abonnement. Il y a des systèmes de dons aussi qu'on peut voir sur certaines newsletters. Il y a des systèmes de parrainage. Et le parrainage, si je peux faire un mini focus dessus, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez utilisé. Parce que l'autre paramètre qu'on n'a pas abordé, c'est comment monter sa base de données. Donc là, ça va être de la notoriété, ça va être du référencement, ça va être les réseaux sociaux, donc promouvoir sa newsletter via ces différents canaux. Mais ce qui fonctionnera le mieux, qui est, je pense, pas assez exploité, c'est le parrainage. Donc, si vous avez une base déjà, même petite, et que vous mettez un module de parrainage dans votre newsletter, et que vous incitez les gens qui lisent la newsletter et qui sont intéressés, bien sûr, à la partager et à générer des parrainages. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Et il existe des modules en plus qui permettent de gérer ça. Donc, au lieu de faire des transferts, d'aller inciter le copain à s'inscrire à cette newsletter qu'on a bien aimée. Et il y a aussi dans la partie monétisation de sa newsletter, donc là, une fois que la newsletter est bien installée, qu'on a un lectorat récurrent et tout ça, on peut monétiser sa newsletter en intégrant des bannières pub ou des petits encarts publicitaires dans la newsletter. Et attention à le faire correctement. Pas le gros truc qui clignote dans tous les sens, parce que sinon on rebascule dans l'email commercial et ça peut être mal perçu. Mais c'est justement TTSO qui fait ça très bien et qui intègre un petit bloc éditorial dans sa newsletter où c'est très clairement marqué article sponsorisé et tout ça. Et ça reste, c'est de l'éditorial, donc c'est un petit bloc rédigé. C'est l'exemple qu'on avait sur Spotify, non? C'est l'exemple qu'on avait. Il y a Spotify et Season là sur la news, donc ils mettent en partenariat avec Season et il y a un petit texte qui est écrit, mais qui reste, la façon dont c'est écrit, ça reste dans le même ton que le reste de la newsletter. Donc ça fait pas page publicitaire où on sort complètement du cadre de la news. C'est vraiment intégré dans la news, rédigé comme le reste de la news. Donc ça peut être une façon de monétiser aussi sa newsletter. Ok, bon, je suis désolé, on arrive vraiment au bout. On a plein de choses à dire, Julie. Forcément, c'est un sujet super intéressant. On a déjà fait une de tes confs à l'IRFD. Peut-être l'autre slide qu'on avait après, Thibaut, pardon, avant de. Ouais, bon, tu as déjà mis le prochain IRFD. Oui, c'était quelques newsletters qui me semblent intéressantes et je voulais juste mettre en avant une newsletter. Alors, c'est celle d'après, Thibaut. C'est le slide d'après. Alors, effectivement, il y a MPG, mais il y avait une newsletter que je voulais saluer juste le travail qui était fait par Olivier Philippot, qui est un avocat, qui est local, hein, qui est à Strasbourg. Et Olivier fait une newsletter sur le droit social. Et alors, on va se dire le droit social, enfin, honnêtement, je suis comme tout le monde, hein, j'ai pas envie de le lire. Et c'est justement ça qui est intéressant dans sa newsletter, c'est qu'elle répond
elle est bien faite parce qu'elle nous donne envie d'aller plus loin sur certains sujets et on lit très rapidement et on a tout de suite compris un sujet. Si on a besoin d'aller plus loin, bien entendu, on va creuser les choses. Et là, c'est typiquement un sujet où on n'ira pas s'abonner forcément à une newsletter de droit social. Mais par contre, comme j'ai de la réponse et j'ai de l'information, ben, je la garde et je vais aller la lire et je suis content de la recevoir. Autre point également sur une que je reçois, qui est le ministère de l'économie, des finances et de la relance. On en a parlé en présentation. Pareil, c'est un sujet où on se dit, waouh, ils vont me parler de taxes, de machin. Non, en fait, il y a des informations très concrètes qui sont dedans. Et là, on en revient sur, à partir du moment où vous avez du contenu qui est pertinent et qui est intéressant pour le lectorat, bah, vous serez lu. Et peut-être qu'il y aura des interactions. Donc voilà. Et la façon dont c'est rédigé pour le lecteur. C'est pas parce que la newsletter de droit, ça pourrait très bien partir dans un truc très droit, très technique droit. Et donc plus pour des gens qui sont déjà dans le milieu, alors que là c'est vraiment fait en mode tout public pour que ça réponde aux questions de quelqu'un qui n'a pas fait d'études de droit, quoi. Complètement. Et pareil pour le ministère de l'économie et des finances. Alors, il y a la CPM aussi, mais je ne l'ai pas lu. C'était Thibaut qui nous l'a mis en avant, je crois, ou c'est toi, je ne sais plus. C'est moi qui ai retrouvé, c'est un vieux numéro, mais qui ai retrouvé ça dans ma boîte mail et qui est intéressante. Pareil, c'est des choses qui sont sur des sujets tout publics, de trucs dont on a. Enfin, c'est pas si loin parce que ça parle du pass sanitaire. Mais c'est de l'information, quoi. Plutôt que de regarder des trucs dans le JT, c'est une reprise d'information que tout le monde, qui intéresse tout le monde, en fait, qui est grand public. Et effectivement, on en avait parlé, mais il y en a une que moi j'apprécie beaucoup. J'en ai déjà parlé dans un autre webinaire, c'est Tech Trash. Si vous avez l'occasion, abonnez-vous à Tech Trash, c'est vraiment top. Julie, merci. Je suis désolé, il y a forcément de questions et d'interrogations, mais ça veut dire que tu as gagné le droit de revenir en IRFD. Donc forcément, je voulais remercier tous nos partenaires, Banque Populaire, Alsace Lorraine Champagne, Mulhouse Alsace Agglomération, Carbone Café, Noisy, Rainbow Studio, Obgérama, Pulse Media, la Sim Best Time, Adira et So Décoration pour leur soutien toutes ces années à l'IRFD. Julie, je te remercie d'être intervenue et merci également. Merci pour l'invitation. Et merci à toi aussi pour tous les emails que tu as envoyés à tous nos participants de l'IRFD que l'on fait tous les ans. De toute façon, je peux commencer, et je vous donne une exclusivité. On commence à travailler sur l'IRFD 2022 jeudi prochain. Voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent, l'IRFD 2022, ça sera notre 10e édition réelle en présentiel. Donc voilà, pour info, je vous ai dévoilé quelque chose. C'était pas prévu, mais c'est fait. Autre élément, donc l'IM Day, on en a parlé en 2021, donc ça aura lieu le 8 et le 9 novembre. N'hésitez pas à y aller sur leur site pour voir plus d'informations, mais c'est un bel événement qu'on apprécie, c'est des copains, ce sont des copains. On a notre prochaine IRFD Live qui aura lieu le 30 septembre, donc qui sera sur les secrets de l'excellence client de S Automobile avec Brice Akbekmodnou. Désolé Brice, j'ai écorché ton nom. Voilà, c'est Brice qui interviendra. Voilà. On vous a mis le lien, je crois, normalement dans le chat. Merci donc à nos partenaires, c'est fait. Merci à Thibaut pour l'organisation. Il se cache pas très loin, Thibaut. Merci à toi. Merci aussi à Julie, encore une fois, d'avoir accepté de participer pour nos différents échanges avant, après et pendant. Voilà, c'était top. Bien entendu, je suis en train d'oublier un truc. Oui, je voulais juste vous faire un retour sur le sondage. Quel format de newsletter préférez-vous? Ah oui. C'était newsletter d'actualité et thématique. Ça veut dire que les marques ne sont pas forcément très utilisées. Il y a peut-être un travail à faire, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Julie si vous avez des questions sur. Déjà, il n'y en a pas énormément qui en font vraiment des... Donc, il y a un truc à faire. Il y a, je pense, quelque chose à faire. Il y a un truc à faire. Merci encore à tous d'avoir participé. Et puis, je me réjouis de vous retrouver le 30 septembre pour le 9e IRFD Live de cette année. Voilà, je vous dis à très vite. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée tout le monde. Bye bye.